Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez digéré cette trêve internationale avec la qualification de l'équipe de France en demi-finale de Ligue des Nations, Cocorico, mais on va se replonger dans le sprint final du côté des clubs avec un programme fast qui nous attend, Ligue 1, championnat étranger, Coupe d'Europe, jusqu'à fin mai, ça va être très costaud. On va se concentrer nous plus particulièrement sur la Ligue des Talents, la Ligue 1 avec ce qui nous attend, 8 journées pour terminer en beauté cette saison 2024-2025 avec 3 points à aborder, d'abord le Paris Saint-Germain avec l'invincibilité qu'ils peuvent aller chercher sur une saison, ce qui serait un record et une prouesse inédite sous l'ère QSI. La course à l'Europe avec bien évidemment plusieurs clubs engagés entre Ligue des Champions, Ligue Europa, Conference League. Difficile d'établir une certaine hiérarchie, mais on va voir un petit peu qui c'est qui peut se distinguer. Et bien sûr, le maintien qui va être relégué. On sait que pour Montpellier, c'est très compliqué, que ça sent le roussi. Mais entre Saint-Etienne, Le Havre, Reims, peut-être Angers et Nantes, mais c'est surtout Reims, Saint-Etienne et Le Havre qui vont vraiment, je pense, lutter pour ne pas descendre. On va voir un petit peu les calendriers, les dynamiques, qui c'est qui peut un petit peu tirer son épingle du jeu et forcément faire un petit bilan et se rendre compte de qu'est-ce qui peut se passer sur ces dernières journées de Ligue 1. On y va de suite et on commence par le PSG. Le Paris Saint-Germain a 2 mois devant lui pour écrire l'histoire, encore en lice dans 3 compétitions, la Coupe de France avec une demi-finale à venir contre Dunkerque, le quart de finale de Ligue des Champions contre Aston Villa avec une double confrontation qui s'annonce assez intéressante, et puis forcément la Ligue 1, le titre n'est plus qu'une formalité. Voilà, dans 2-3 journées ce sera sans doute validé pour le 13e titre des Parisiens dans cette compétition, mais on va voir un petit peu ce que ça peut donner parce qu'il y a des records, il y a une série d'invincibilité à aller chercher. Ce serait inouï dans l'histoire de QSI que le PSG termine invaincu une saison de Ligue 1. Alors on sait, on est passé de 38 journées à 34, donc peut-être que ça facilite la chose. Vraiment une sacrée performance de terminer invaincu. Alors oui, on sait que le PSG est dans une autre dimension par rapport à beaucoup d'équipes, notamment on va dire les locomotives de Ligue 1, l'OM, l'OL, le Monaco, le LOSC et d'autres, pour pourquoi pas voilà, aller chercher des points et des récompenses prestigieuses. Mais ce PSG n'en reste pas moins impressionnant. On a vraiment vu un déclic début décembre avec une équipe qui tourne très bien, à l'image d'Ousmane Dembélé devenu serial buteur, l'incorporation d'un Désiré Doué, le recrutement de Gvara, et c'est vrai que ce PSG fait peur. Alors tout simplement, est-ce qu'il peut terminer invaincu? C'est vrai que moi je me pose toujours la question, mais c'est vrai que quand on voit l'attitude de l'équipe de Luis Enrique, avec cette volonté ferme de faire mal à tous les adversaires, peu importe la compétition, même en ayant un petit peu de rotation, c'est vrai qu'on a pu peut-être sentir à certains moments le PSG un tout petit peu fragile, mais vraiment le un tout petit peu entre guillemets, parce qu'on sent que c'est une équipe qui est assez voilà, sereine par rapport à son projet de jeu, qui sait où est-ce qu'elle veut aller, et puis on a vu que même en faisant tourner un petit peu de temps en temps, en faisant reposer voilà, des cadres, on sait qu'il peut avoir du matériel pour répondre, ne serait-ce qu'un Gonzalo Ramos devant, t'as quand même un des meilleurs neufs de Ligue 1 pour planter 1-2 petits buts par match, et puis c'est vrai que t'as du Kangin, t'as du Beraldo, t'as Warren Zaïre-Emery qui revient de blessure, t'as Lucas Hernandez aussi. Je cite ces joueurs parce que je pense qu'on va pas mal les voir en Ligue 1, on peut s'attendre à une certaine rotation, parce qu'on sait que pour le PSG, l'objectif prioritaire, maintenant que le titre est quasiment validé à 99,9% en Ligue 1, c'est la LDC. Il y aura sans doute aussi une équipe assez solide du côté de Dunkerque pour la Coupe de France, mais on sent que pour Luis Enrique, peu importe les hommes, c'est vrai que le système maintenant il est bien rodé, ce 4-3-3 avec un projet de jeu bien identifié qui fait très mal à l'adversaire, très peu de temps faible, et on a pu voir que contre Liverpool c'était un petit peu le gros test. Est-ce que ce PSG on avait dans le ventre? Oui, on a pu voir que le match aller avait été fantastique au niveau du jeu, le match retour avait été un peu plus délicat, même si on a pu voir le PSG sortir une performance défensive assez exceptionnelle, et puis voilà, ils ont battu un des candidats au titre en LDC, donc forcément ça reste un match, une prouesse à souligner. Alors du coup, est-ce que Paris peut rester pour on va dire la Ligue 1 invaincu? Je vous ai préparé quelques petits graphiques, vous allez voir PSG, course à l'Europe, maintien. J'espère que ça vous plaira. Voilà, on a fait ça bien histoire de se projeter un petit peu. Donc voici le programme du PSG en Ligue 1 avec pas mal de bons petits matchs. Alors si vraiment on devait se projeter, je pense qu'il y a 2 matchs à surveiller. On va dire c'est la réception de Nice. On se souvient que l'an dernier, l'OGC Nice, entraîné par Francesco Farioli, était venu s'imposer au parc avec notamment un très gros match de Terem Moffi. L'équipe, elle a changé un petit peu au niveau du style de jeu, de l'approche, mais il n'en reste pas moins que ça reste un adversaire à ne pas sous-estimer. D'ailleurs, Nice avait fait un partout à l'aller. Voilà, je pense à Evan Guessant par exemple en profondeur, je pense aux pistons comme Jonathan Klaus, Gaëtan Laborde qui a un bon ratio temps de jeu but en 2025. Mais voilà, on sait que pour le PSG, on peut toujours dire il faut se méfier et tout, mais normalement même ce genre d'adversaire qui peut être voilà, concentré dans sa course avec des champions, ça peut faire la différence. Par contre, vraiment grosse vigilance sur la 32e journée et ce déplacement à Strasbourg. Si on devait cibler un seul match, je pense que je mettrais celui-ci en avant, parce qu'on sait que Strasbourg est une des équipes les plus en forme de Ligue 1 en 2025, a vraiment franchi un cap.
et dans la lutte pour l'Europe, avec sa jeunesse, avec son style de jeu très alléchant, très intéressant de la part de Rosseignor, et puis beaucoup de joueurs qui peuvent poser des soucis aussi, je pense, à n'importe quelle équipe en Ligue 1, dont le PSG. Voilà, quand on voit la forme d'un André Santos, d'un Anassi, d'un Emega, de Petrovic au cash, de Mamadou Sarr derrière qui est épatant, impressionnant, à voir un petit peu peut-être des retours de blessures comme Habib Diarra et Dylan Bakwa, mais c'est vrai que ce Strasbourg-là, c'est vraiment l'équipe numéro 1 à cibler pour Luis Enrique pour éviter, on va dire, un petit piège et repartir d'Alsace avec 0 points. Sinon, les autres matchs, c'est vrai qu'on a beaucoup d'équipes qui luttent pour le maintien, donc ça peut être aussi des matchs un petit peu tendus. Saint-Etienne, Angers, Le Havre, Nantes, Montpellier, mais quoi qu'il arrive, on sait que le PSG est tellement supérieur à ces équipes que même en faisant tourner, en mettant une équipe bis, en lançant pourquoi pas quelques jeunes au-delà de Seny Mayoulou, ça devrait faire le taf. Donc est-ce que selon moi, le Paris Saint-Germain peut terminer invaincu? Oui, largement. Comme je vous le dis, il y a juste ce déplacement à 32e journée à Strasbourg dont je me méfie grandement. On sait que Paris a adopté une très très belle attitude. La vraie question, c'est est-ce que s'il y a élimination en Ligue des Champions contre Aston Villa ou un peu plus tard en demi-finale de LDC, est-ce que ça peut déstabiliser le groupe de Luis Enrique? Et bien sûr, hein, c'est jamais évident de se remettre d'une décision européenne, surtout que là, tu as fait un beau parcours, tu es passé par beaucoup d'émotions, tu as d'abord eu un petit coup de flip en phase de groupe, tu as tapé un gros en huitième de finale, avoir un petit peu la tenue de ces rencontres, mais quoi qu'il arrive, je pense que Luis Enrique et son staff sont très très complets là-dessus pour vraiment bien gérer l'effectif, le temps de jeu, tout ça, et je pense que oui, on va assister à une première dans l'ère QSI depuis très très longtemps en Ligue 1. Le record malheureusement des Canaries du FC Nantes dans les années 90 va être effacé sur la série d'invincibilité. Le PSG va aller chercher ses 34 journées sans défaite et ce serait un sacré accomplissement pour l'équipe de Luis Enrique. Après le PSG et cette quête d'invincibilité pour Luis Enrique et ses hommes, forcément là où il y a le plus de suspense, là où il va y avoir le plus d'intérêt, je pense, c'est cette course à l'Europe qui s'annonce assez fantastique, dantesque, avec beaucoup de suspense. C'est difficile de dire qui va terminer 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e dans l'ordre, ça va être un petit peu compliqué. Je vous ai préparé, on va dire, un petit tableau récapitulatif du sprint final pour ces équipes, on va dire, concernées. Alors j'ai pas mis évidemment le RC Lens et le Stade Brestois qui sont quelques points en retrait par rapport à Strasbourg, mais je dirais évidemment un mot de ces équipes. Hop, je me mets ici, donc je me mets à la place du logo de l'OM qui, je rappelle, est 2e avec 49 points. Mais voilà, vous avez un petit ordre d'idée de ce qui va se passer sur ces dernières journées. Quand on regarde les calendriers, c'est vrai qu'il y en a 2-3 qui sautent un petit peu aux yeux, en sachant que parmi ces équipes, l'OL a aussi un quart de finale d'Europa League à jouer contre Manchester United. Donc ça va être à prendre en compte forcément pour, on va dire, la fatigue, l'usure psychologique, en sachant que pour l'OL, je trouve qu'il y a un vrai gros programme. Hein. Là, quand on se rend compte que vendredi, on a ce Strasbourg-OL qui est extrêmement alléchant, ça va être très intéressant. Il y a la réception du LOSC, il y a un déplacement à Monaco, il y a le derby contre les Verts à Geoffroy Guichard. Donc beaucoup de gros matchs en perspective, de matchs un petit peu tournants pour l'équipe de Paulo Fonseca. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On sait que pour l'OL, en plus, ça va être compliqué. Il y a des retours de sélection, il y a la blessure de Malik Fofana, donc attention. Par rapport aux autres calendriers, si je dois un petit peu m'exprimer à chaque fois, je trouve que l'OM, on sait qu'il y a eu quelques remous, 3 défaites sur les 4 dernières journées contre Lens, Auxerre et le Paris Saint-Germain, donc pas forcément évident, mais voilà, tu vas quand même à Reims, tu reçois Toulouse, tu reçois Montpellier, tu reçois Brest, tu vas au Havre, tu reçois Rennes. Il n'y a que 2 matchs contre des concurrents directs, à savoir Monaco et Lille, à chaque fois à l'extérieur, donc pas évident, mais c'est vrai que je pense que l'OM, s'ils sont assez sérieux, ils vont faire le job pour être au minimum dans les 3. On rappelle que voilà, 1, 2, 3, ça va directement en Ligue des Champions. Le 4e passe par 2 tours de qualification pour aller en Ligue des Champions. Donc autant vous dire, si vous ne voulez pas commencer la saison fin juillet, il faut s'accrocher à ces places-là. Pour Monaco, on sait que Monaco, c'est une équipe un petit peu spécialiste du sprint final. On voit qu'il y a la réception de Nice, donc pareil, dès cette 27e journée, on va avoir un super programme. On a ensuite un déplacement à Brest, la réception de l'OM qui va être un petit peu déterminante pour voir où en est cet ASM. Ensuite, tu as aussi du Strasbourg, tu as du Lyon. En fait, Monaco a peut-être le calendrier le plus délicat sur le papier par rapport au classement de ses adversaires, parce que tu as des confrontations directes, Nice, Marseille, Strasbourg et l'OL, donc attention à ça. Et puis tu vas aussi te déplacer chez des équipes qui jouent le maintien comme Le Havre et Saint-Étienne. On sait que ça peut être aussi des rencontres pas du tout évidentes sur le papier. Du côté de Nice qui cale un tout petit peu en ce moment, qui a perdu de sa superbe mais qui reste bien sûr en lice. On a donc ce déplacement à Monaco qui va permettre de voir si l'équipe se réveille. Il y a la réception de Nantes qui est jamais évident à jouer. Ensuite il y a Strasbourg, il y a le PSG, il y a aussi des équipes qui jouent le maintien comme Reims, mais je pense que c'est un calendrier qui est pas non plus on va dire difficile au possible, que je pense que les Aiglons, que Francaise et ses joueurs peuvent tout à fait s'en sortir.
Pour l'OL, je l'ai dit, je trouve que c'est l'un des calendriers les plus compliqués par rapport au timing. Même il y a un match que j'ai pas évoqué, mais on sait que la Baie des Champs cette saison, c'est très difficile d'aller jouer à Auxerre. Donc attention à cette J29. En plus, il y aura des matchs de Coupe d'Europe, tout ça au milieu, donc vraiment pas évident à aborder. Le LOSC qui a un petit peu calé en championnat, qui a aussi dû digérer son élimination en Ligue des Champions. On a parfait pour cette 27e journée. Vraiment, c'est une journée que j'ai trop hâte de suivre ce week-end avec le derby du Nord contre le RC Lens et un déplacement contre l'OL. Ça va aussi à Toulouse, réception d'Auxerre. Ensuite, il y a évidemment la réception de l'OM à la 32e journée qui va être très intéressante. Et puis, un calendrier peut-être avec Angers, Brest, Reims sur ces 3-4 dernières journées. Plutôt sympa pour terminer en douceur. Après, on sait que souvent, il y a des équipes qui sont parfois en roue libre. C'est là où elles sont les plus dangereuses à manœuvrer, à jouer. Mais je pense que si le LOSC est sérieux, ça devrait aussi le faire. Et puis Strasbourg, qui est le trouble fait de Ligue 1 cette saison, avec beaucoup de bonnes réjouissances, comme je l'ai dit. Un calendrier aussi qui va être assez sympathique, avec l'OL, Nice, Monaco, le PSG, et pas mal d'équipes qui jouent le maintien, comme Reims, Saint-Étienne et Le Havre. Donc Strasbourg va être un petit peu un arbitre dans les deux sens, mais eux aussi, ils doivent un petit peu prendre des points pour pourquoi pas croire à une Coupe d'Europe. Ils sont plutôt bien placés au classement, donc moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner pour ces différentes équipes. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire un petit focus sur chacune d'entre elles pour voir un petit peu la dynamique. Pour commencer, donc je l'ai dit, l'OM qui sort d'une période un petit peu difficile avant la trêve internationale. Je pense que pour l'OM, cette pause arrive au meilleur des moments pour recharger les batteries, pour redescendre en pression et puis pour se concentrer en vue de ce sprint final. Je l'ai dit, pas mal de revers qui ont fait tâche. Auxerre avec la polémique d'arbitrage, la défaite contre Lens à la dernière minute, et puis le 3-1 au Parc des Princes où encore une fois on a vu une supériorité du Paris Saint-Germain qui, même en étant à 60%, 70% peut-être, a fait les efforts qu'il faut et a marqué 3 buts pour se défaire de cet OM qui était plutôt intéressant sur le papier. Il y a pas mal de choses à surveiller du côté de l'OM, notamment je pense à Mason Greenwood. On a vu un joueur être mis sur le banc pour la deuxième fois de suite par Roberto De Zerbi. On se dit qu'il se passe peut-être 2-3 choses en coulisses, mais on se dit que l'anglais qui a été naturalisé jamaïcain pour pourquoi pas jouer avec la sélection jamaïcaine aurait des envies d'ailleurs, finalement aurait fait ces 6-7 mois à fond à l'OM, et puis maintenant que le job a été rempli, pourquoi pas aller voir ailleurs. Donc bien sûr, étudier de près ce que Pablo Longoria, Mehdi Benassia et pourquoi pas Roberto De Zerbi vont trancher pour l'attaquant qui a quand même marqué beaucoup de buts, qui a fait du bien à l'OM sur la première partie de saison, mais qui l'a calé un petit peu, et même par rapport à l'impact, on sent qu'il met beaucoup moins par rapport aux premiers mois de la saison. Certains joueurs blessés comme Benasser, comme Højbjerg vont revenir, mais on sait aussi que l'OM a beaucoup d'atouts. On parle notamment d'Amine Gouiri qui a été élu meilleur joueur UNFP du mois de février, qui fait beaucoup de bien à cette attaque. On voit toujours Balerdi, Rouli derrière. Le problème, c'est que l'OM a fait tellement de changements que finalement on se rend compte que c'est un deuxième qui a encore beaucoup d'imperfections, mais ça reste le dauphin du PSG. Donc c'est l'équipe qui est encore en phase de progression, d'apprentissage, qui a beaucoup recruté, qui a pas mal changé. On sait que l'an dernier ils étaient 8e et ils étaient même pas en Coupe d'Europe avec une saison un petit peu catastrophique. Ils ont profité du fait d'avoir un match par semaine pour bien avancer, pour prendre des points qui vont compter sans doute dans ce sprint final. À eux de faire cette dernière ligne droite, à bien la négocier, parce qu'on sait que si l'OM était finalement 4e voire 5e, là par contre ce serait une immense déception. Quand tu as été sur le podium tout au long de la saison, aux 3/4 du temps, ce serait vraiment pas normal de voir l'OM éjecté comme ça, mais bon, après ce serait le mérite sportif. On sent qu'on se projette déjà sur la saison prochaine, mais attention, là il y a une qualification assurée. On sait que pour les finances du club, avec tout ce qui se passe au niveau des droits télé, tout ça, c'est quand même toujours vital, même si l'OM a plutôt bien géré ses comptes ces dernières années, mais on peut s'attendre à peut-être pas mal de joueurs qu'on ne verra plus la saison prochaine, à voir où l'OM terminera. Selon moi, je pense qu'ils vont faire le job pour être minimum top 3. Direction maintenant le 3e de Ligue 1, l'AS Monaco, qui lui aussi est passé par une saison riche en émotions, notamment l'élimination en barrage de Ligue des Champions, qui laisse pas mal d'amertume, de regrets. Mais j'affiche notamment cet homme parce que Mika Bierret, avoir un Mika Bierret dans le sprint final, ça doit faire tellement du bien de savoir que tu peux te reposer sur un attaquant qui peut te marquer des buts à n'importe quel moment, qui est tellement précieux dans le jeu aussi, parce qu'on souligne très souvent les qualités de finisseur de Mika Bierret, mais aussi dans la conservation du ballon, dans le jeu avec ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui sent extrêmement bien les choses. C'est vrai que Monaco, on est un petit peu déçu parce qu'on s'attendait peut-être à mieux, que ce soit au niveau de la dynamique, que ce soit au niveau du parcours en Coupe d'Europe, en Coupe de France, mais ils sont là. Et on sait que c'est une équipe qui souvent a fait des sprints finaux en boulet de canon, donc ils seront toujours là présents. Il y a pas mal de matchs un petit peu tendus avec notamment l'OL, la réception de Nice, mais je pense que cet ASM est assez bien préparé là-dessus. Je m'attends à quand même quelques petits points perdus en route, mais c'est vrai que quand tu as des atouts comme Akliouche, tu as toujours du Ben Seguir, tu as surtout ce joueur
que j'affiche et je me répète, mais Mika Biarret, quand on voit sa dynamique, moi je suis pressé juste d'une chose, c'est de le voir la saison prochaine sur une année complète en Ligue 1 au niveau des stats. Je pense qu'il peut concurrencer notamment, pourquoi pas Ousmane Dembélé, les meilleurs buteurs du championnat, parce que là, rien qu'en quelques mois, on va dire en 3 mois, il est déjà vraiment dans le top 5, top 6 buteurs Ligue 1 de manière assez facile. Donc évidemment, pour un coach comme Adi Hütter qui compte sur ce genre de joueur pour faire la différence à tout instant, c'est un atout en or. Et puis attention à Monaco, on sait qu'il y aura aussi quelques bouleversements, on s'attend à du recrutement, notamment le poste de gardien de but avec Philippe Cohn et Mayeki qui n'ont pas répondu vraiment aux attentes. Donc on s'attend aussi à avoir pas mal de changements entre cet ASM là. On peut aussi se dire que Magnès Akiouche va sans doute partir, mais quoi qu'il arrive, quand tu vois un petit peu l'état de forme de Monaco, les joueurs à disposition, il faudra toujours compter sur eux pour boucler la Ligue 1 assez haut. Donc je sais pas si je les mets 3e ou 4e, est-ce qu'ils passeraient par un tour de barrage, mais en vrai je pense qu'ils vont être 3e quand même. Donc je vais rester sur... là pour l'instant le classement est assez figé pour moi, Marseille 2e, Monaco 3e. Toujours dans le sud-est de la France, de la Ligue 1, on s'attarde désormais sur l'OGC Nice qui a perdu quelques points en route. On a vu la défaite contre l'OL à la maison, mais aussi, et avant la trêve, ce match nul concédé à dernière minute contre l'AJ Auxerre sur un but de Florent Rayet qui fait assez mal au crâne. Est-ce que Nice est prêt pour ce sprint final? Oui, parce qu'il y a des joueurs qui marchent très très fort cette saison, comme Evan Guessant, qui est un des meilleurs vraiment attaquants, je trouve, l'un des plus complets même de ce championnat, qui a le but, qui a la passe, qui a la percussion, qui a vraiment tout compris, le logiciel pour performer au très haut niveau. Et je me dis que Guessant sera aussi un des acteurs majeurs du prochain mercato. Alors certains m'ont dit Guessant il est fait pour la Bundesliga. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous les gars, c'est sûr que quand on voit un joueur de ce type, on se dit qu'il pourrait faire un carton en Allemagne, mais moi je me dis qu'en Angleterre, avec le jeu qu'il a, par exemple prenez Brentford, remplacer un Brian Mbeumo qui est lui aussi au sommet de son art, qui va peut-être avoir un gros transfert cet été, lui à la place de Brian Mbeumo dans un club comme Brentford qui travaille très très bien, ce serait aussi une super initiative, une très très bonne idée. Mais quoi qu'il arrive, cet OGC Nice a quand même des objectifs assez élevés. On a bien senti qu'après la sortie de route en Europa League, l'élimination un petit peu catastrophique en Coupe de France, ils ont remis le bleu de chauffe et ils ont fait un beau parcours en Ligue 1. Là, ça cale un tout petit peu. Est-ce que Nice va encore perdre des points? Là, par contre, je me dis qu'ils pourraient peut-être glisser de cette 4e place. Je me dis que Nice, est-ce qu'ils ont vraiment l'étoffe, les épaules pour aller en LDC? À voir, je pense que quoi qu'il arrive, s'ils se qualifiaient en Ligue des Champions, ils feraient bien mieux qu'en Europa League. Enfin, j'ose espérer que ils prendraient au sérieux cette compétition et qu'ils arrêteraient leur bêtises. Avoir aussi l'attitude d'Ineos, on sait qu'on se concentre beaucoup du côté de la société anglaise sur Manchester United, qu'on a un petit peu délaissé l'OGC Nice, et c'est pas plus mal quand on voit les résultats cette saison en Ligue 1, mais attention à cette intersaison niçoise. En attendant, il faut terminer le boulot. On sait que pour Nice ça va pas du tout être évident. On revoit un petit peu le calendrier, il y a du Monaco, du Nantes, du Strasbourg, du PSG, du Rennes, du Brest, ça va être costaud aussi pour eux, donc faut vraiment faire gaffe là-dessus, parce que ça peut ne pas pardonner vraiment ce calendrier assez costaud. Donc voilà, peut-être Nice, pas forcément 4e, peut-être plus 5e, voire 6e, à voir ce que ça peut donner, mais après, s'ils terminent en LDC, ce sera vraiment intéressant de voir l'attitude des dirigeants par rapport aux ambitions, aux moyens mis pour aider cette équipe à grandir. Parmi les équipes en grande forme ces dernières semaines, évidemment, l'Olympique Lyonnais qui est remonté à la 5e place en Ligue 1, qui a de grosses ambitions. On rappelle que John Textor, qui a limogé Pierre Sage, a dit à ses joueurs, à Paulo Fonseca, on veut être top 4 de Ligue 1 et on veut aussi remporter l'Europa League. Alors ça va être difficile de combiner ces deux objectifs, mais sinon ce serait l'une des saisons les plus incroyables de l'histoire de l'OL. Il y a un quart de finale à venir contre Manchester United, donc attention en Europa League avec cette débauche d'énergie. On sait que United est un adversaire qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est plus le grand Manchester United. On rappelle que pour United, une victoire en Europa League signifierait une qualification en Ligue des Champions, donc c'est le tremplin idéal pour cette équipe qui est larguée en Première Ligue. Donc évidemment, ça va être un match sous pression. Et puis du côté de l'OL, il y a quand même une très très belle dynamique. Alors avoir attention, je le redis, blessure de Malik Fofana qui devrait être rétabli pour le match retour contre Manchester United. On va voir aussi l'état physique de certains joueurs comme Thiago Almada qui a beaucoup joué avec l'Argentine en qualification AM Sud, Cherki qui a enchaîné avec les espoirs, avoir un petit peu la dynamique. Sinon c'est vrai qu'on a pu voir certains joueurs énormément s'illustrer. Je l'affiche parce que lui vraiment il nous sort une saison référence, une saison de gala. Quand il enfile le costume de patron, c'est juste fabuleux de le voir jouer. Que des stats, que du positif, que ce soit Ligue 1, Europa League ou avec les espoirs, Cherki cartonne. Alors pas mal de regrets évidemment de ne pas l'avoir vu convoqué par Didier Deschamps. Je vous le répète, mais moi quand j'ai vu Marcus Thuram déclarer forfait pour sa cheville, j'étais convaincu qu'on allait l'appeler parce que entre Clairefontaine, les A et les espoirs, il y a juste peut-être des couloirs qui les séparent et peut-être aller chercher un Cherki
pour dire bon, allez, viens découvrir les grands, les A. Et je trouve que ça aurait été une juste récompense par rapport à sa saison. Lui qui a tellement bien grandi, qui comprend tellement bien le jeu et qui même en faisant des matchs, on peut dire des fois moyen plus, réussit à faire un petit but, des passes décisives, à toujours apporter quelque chose, même quand il n'est pas à 100%, quand il n'est pas rayonnant. Mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment une saison bluffante. Et c'est pas le seul, hein, très bien marché du côté de l'OL. Quand on voit Mikotadze qui performe pas mal avec la Géorgie, qui même avec l'OL s'est remis à marquer, on sait que le temps de jeu ratio de Mikotadze est quand même intéressant. Dans l'apport concret, c'est un joueur qui peut faire beaucoup mieux dans le contenu et tout. Mais je trouve que pour un joueur voilà, qui passe de Metz à l'OL, son club de cœur, le club où il voulait vraiment réussir, il s'en sort quand même pas mal pour voilà, une saison d'adaptation, de réadaptation. Et puis avoir un petit peu la rotation aussi de l'OL, hein, parce que je le dis, le calendrier est pas du tout évident. Quel temps de jeu pour Tessman, Matic, Tolisso, Nuama, Lacazette, Tagliafico, Niakate, Perry, les tauliers hein, vraiment de cette OL en 2025. Attention parce qu'il y a beaucoup de matchs un petit peu déclic, tournants qui vont arriver pour l'OL, avec rien que ce week-end, ce déplacement à Strasbourg qui est super intriguant. Est-ce que l'OL est capable d'aller dans ce top 4 ? Oui, je pense qu'ils en ont l'étoffe. À mon avis, ça va se jouer entre eux et Lille. Moi, je vois Nice plutôt reculer. Après, je peux me tromper. De toute façon, vous savez, c'est le jeu des prédictions. On n'est pas parfait. Si on se gourre, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste que voilà, on aura pris une petite prise de risque. Avoir un petit peu la tenue du match contre Manchester United, si l'OL sort, s'il y a une demi-finale. Et quoi qu'il arrive, c'est vrai que sur la dynamique, si Paulo Fonseca insiste là-dessus, je pense que l'OL a quelque chose de très gros à aller chercher en Ligue 1. Il n'y a pas que l'OL qui rêve de chipper une des places qualificatives en Ligue des Champions, il y a aussi le LOSC qui a longtemps navigué entre la 4e, la 5e place, qui aujourd'hui est 6e avant ce sprint final. Le LOSC qui doit se remettre évidemment d'une dernière semaine compliquée avant cette trêve internationale avec l'élimination contre Dortmund à la maison en 8e de finale de Ligue des Champions, la défaite à Nantes qui a été assez fâcheuse. Comme l'OM, je pense que cette pause, elle arrive à un moment idéal pour le LOSC afin de redescendre en pression, de se reconcentrer et d'aborder de la meilleure des façons ce sprint final pour les hommes de Bruno Genesio, avec pas mal de gros matchs hein, à jouer, le derby du Nord, il y a aussi Monaco, il y a l'OL, c'est vrai que ça va pas être de tout repos, peut-être une fin de calendrier un peu plus abordable par rapport à d'autres, mais c'est sûr, c'est que le LOSC a les joueurs pour faire la différence à n'importe quel moment, après c'est toujours peut-être le collectif, l'efficacité dans les deux surfaces aussi, on sait que le LOSC s'en est beaucoup remis à Lucas Chevalier, par contre dans la surface adverse, on a pu voir pas mal de matchs où cette équipe a eu des ratés un petit peu incompréhensibles, je pense que l'attitude, ça va être très intéressant d'observer comment le LOSC va se comporter contre le RC Lens, un match chaud, un match bouillant, et puis surtout un enjeu crucial, hein. Lille qui est désormais 6e, qui a un petit peu reculé, qui doit reprendre, parce qu'on sait que maintenant que tu as goûté à la Ligue des Champions, que tu as eu ce parcours très intéressant, finir en top 8, évidemment tu as envie d'y aller de nouveau, mais là pour l'instant en Ligue 1, ils n'ont pas fait le job, ils ont concédé beaucoup de mauvais résultats contre des équipes qui étaient largement à leur portée, nul à Montpellier, défaite à Saint-Etienne, défaite contre le Havre, c'est vrai que Lille a pas mal été brouillon contre des équipes du bas de tableau, donc même s'ils en ont pour leur fin de calendrier, attention, grosse vigilance pour le LOSC. Je l'ai dit, dans ce sprint final de Ligue 1, il y a une équipe qui va énormément intéresser au niveau de l'attitude, au niveau aussi de l'arbitrage, hein, parce que Strasbourg va jouer beaucoup d'équipes, à la fois du haut du classement, mais aussi dans le bas. C'est vrai que ce Racing est très alléchant, très intéressant, un style de jeu qui nous a tous plu. Bravo à Rossenior d'avoir d'abord proposé ça avec ce groupe de jeunes joueurs, et puis d'avoir tenu, d'avoir résisté avec ses convictions, parce qu'on avait vu à l'automne que ça avait été un petit peu plus compliqué, c'était notamment lié à l'absence d'Emmanuel Emega. Strasbourg avait un petit peu dégringolé, reculé au niveau du classement, mais lui il est reparti de l'avant, et c'est vrai qu'en plus Strasbourg est une défense, une des meilleures défenses hein, d'Europe en 2025, très peu de buts concédés, notamment par Petrovic, qui est le joueur le plus âgé du 11 titulaire de Strasbourg à seulement 25 ans. C'est vrai qu'on ne le répétera jamais assez, mais ce projet jeune et une énergie qui est assez communicative, on a vu en plus, je pense que vous en doutez, ces nombreuses stories, ces TikTok, on voit le groupe bien vivre, Emega prendre des expressions voilà, à la française, s'adapter comme il faut, donc ça fait bien plaisir, et c'est vrai que Strasbourg a vraiment tout à gagner, hein, parce que pour l'instant ils sont 7e, ils ont quelques points d'avance sur Lens, donc même une qualification en Conference League, je pense que ce serait une réussite. Maintenant c'est pourquoi pas aller chercher plus de l'Europa, pourquoi pas aller le LDC, ce serait quand même assez fou, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui avaient prédit le Racing Club de Strasbourg Alsace dans le top 4 avant la reprise du championnat, mais là pour le coup je pense qu'il faut y aller étape par étape, ça reste un groupe jeune, ça reste un nouveau projet, donc d'abord commencer par
une Conference League, une compétition vraiment à la taille des clubs français comme ça, qui peuvent pourquoi pas espérer une épopée. Ce groupe a franchi un cap et est capable d'aller embêter n'importe qui. Donc vraiment, je pense que tout le monde a compris maintenant que Strasbourg boxait dans une autre catégorie. Ça reste vraiment une des équipes les plus agréables de Ligue 1 et je me dis que s'ils terminent européens, ce serait une juste récompense des choses. Je n'ai pas mis dans ce gros calendrier Lens et Brest. Est-ce qu'ils peuvent pourquoi pas aller embêter ces équipes-là, espérer? Oui, ça reste un sprint final. S'ils font un perfect, ils seront européens normalement, vu qu'il y a pas mal d'équipes qui vont se confronter tout ça. Mais est-ce qu'elles sont capables de faire un sans faute? Ça, c'est plus compliqué. On a vu du côté de Lens une série très négative avec ces 4 défaites de suite, où ils revenir aux fondamentaux, repartir sur une défense à 3, plus de solidité, l'état d'esprit qui est de nouveau au cœur de l'identité lensoise, et ça a bien marché avec cette victoire au Vélodrome et ce succès 1-0 contre Rennes. Donc à voir ce qu'ils peuvent un petit peu jouer, notamment dans ce derby du Nord. Pour Brest, on sait qu'il y a une saison assez exceptionnelle avec la Ligue des Champions, la Coupe de France, c'est là où Eric Roy l'a dit sur RMC, c'est peut-être la petite déception parce qu'il y a eu ce match contre Dunkerque qui leur a échappé en quart de finale, mais quoi qu'il arrive, on se souviendra de ce stade brestois comme d'une équipe qui a été capable de faire pas mal de bonnes victoires en LDC alors que personne ne s'y attendait. Pour une première expérience, ça reste dingue. Donc 2 équipes qui sont un petit peu en rôdeur comme ça, à l'affût de la moindre erreur, mais je ne pense pas qu'elles puissent être en mesure d'aller chercher mieux que leur place actuelle. Ça va être tout de même très très compliqué. D'enjeux cruciaux à d'autres, on va évoquer désormais la course au maintien avec pas mal d'équipes concernées. On sait que pour Montpellier, ça va être vraiment très très compliqué d'espérer mieux, avec en plus la dernière image, les dernières scènes qu'on a pu voir à la Mosson face à l'AS Saint-Etienne. Donc évidemment, en plus, une vraie fracture par rapport à ce public. Saint-Etienne, Le Havre, Reims, pourquoi pas, Angers ou Nantes, voici les 5 équipes qui se distinguent pour ne pas descendre, pour espérer rester une saison de plus en Ligue 1. On rappelle que les 2 derniers descendent et que le 16e jouera un barrage contre le vainqueur des playoffs de Ligue 2, donc c'est toujours la même formule pour ce championnat. Pareil, je vous ai préparé le petit planning de ces différentes équipes, avec, vous pouvez le voir, comme d'habitude, une différence de but à prendre en compte. Plus on prend de but, plus c'est un point de plus ou de moins qui peut compter à la fin. Pour Saint-Etienne, vous voyez des petits astérix parce que évidemment, on prend en compte ce dernier match contre Montpellier. Le match a été interrompu. Est-ce qu'il reprendra? Est-ce qu'il sera donné victoire sur tapis vert pour l'AS Saint-Etienne? La commission tranchera assez vite. Hop, je me remets là-dessus. Maintenant que vous avez vu un petit peu peut-être le classement du FC Nantes, on rappelle Nantes qui a 27 points, donc qui a 4 points d'avance sur Reims. Ce petit match-là, pour Nantes et Angers, c'est vraiment une vraie bouffée d'oxygène parce que voilà, chaque point compte dans le maintien. Et là, tu as normalement assez de sécurité pour aborder ce sprint final. Quand même, Nantes qui a un calendrier pas évident. Ils reçoivent Nice, ils reçoivent le PSG. Ça va être quelques matchs assez savoureux, mais sinon, il y a aussi pas mal de rencontres abordables. Pareil pour le SCO d'Angers. Tu as notamment un match au Parc, tu as la réception de Rennes, tu vas à Nice, tu vas à Lyon, tu reçois le LOSC, donc, et même tu reçois Strasbourg. Donc c'est vrai que pour Angers, c'est plus compliqué que Nantes et ils ont bien fait de prendre pas mal de points avant. Attention à Reims les amis, vous le savez, c'est une équipe qui n'a pas marqué depuis 6 matchs, n'a pas gagné le moindre match même depuis début novembre, donc vraiment une série cataclysmique, catastrophique, avec un calendrier qui s'annonce aussi costaud. Il y a du Lille, il y a du Nice, il y a la réception de l'OM dès cette 27e journée, on a aussi un déplacement à Bollaert, la réception de Strasbourg, donc attention à Reims qui a vraiment dérivé de manière totale. Pour le Havre qui a 21 points mais qui pourrait être 17e en cas de résultat acté pour les Verts, on a aussi un calendrier costaud avec notamment l'OM, le PSG, Monaco et quelques adversaires directs pour le maintien comme Nantes et Montpellier. Donc attention à eux. Pour Saint-Etienne, c'est vrai que cette victoire contre Montpellier peut changer pas mal de choses. Ça fait le fameux matelas de points qui peut suffire. Mais tu as quand même un calendrier qui est sacrément relevé. Parce que vous voyez, il y a du PSG, il y a du Lens, il y a de l'OL, il y a du Strasbourg, il y a de Monaco. Il y a un match déterminant contre Reims là-bas. Donc attention, tu as aussi 2 réceptions de Brest et de Toulouse. 2 équipes qui auront peut-être plus grand-chose à jouer. Donc ça peut être intéressant de bien négocier ces 2 rencontres. Je vous ai quand même mis le calendrier de Montpellier parce que voilà, je vous l'ai dit, si Montpellier fait un perfect 24 points sur 24 possibles, ils sont maintenus. Sauf que voilà, ils ont pris que 15 points au bout de 26 journées, donc faut pas s'attendre à des miracles. En plus, tu as un match à Auxerre où c'est compliqué d'aller là-bas, je vous l'ai dit. Tu vas au Vélodrome, tu reçois le PSG. Tu as aussi des matchs contre les adversaires directs, c'est ça qui peut être intéressant. Tu as Le Havre, tu as Angers, tu as Reims, tu as Nantes. Mais quand on voit autant de galères pour Montpellier cette saison, tout le monde s'est fait à l'idée
que Montpellier irait vers la Ligue 2. Et c'est vrai que c'est une grande tristesse de voir Montpellier autant plonger. Alors j'ai pas d'affect pour le club, vous savez, moi je suis neutre par rapport à tout ça, mais c'est vrai que c'est une équipe qui nous a offert beaucoup de bons moments, qui a eu pas mal de bons joueurs, le titre de 2012, tout ça, et ça vraiment on a l'impression qu'on est tellement loin que le club a malheureusement eu une mauvaise gestion, en plus d'une communication maladroite de la part du président Nicolin, sur notamment voilà, les droits télé, DAZN, le restaurant. Je vous fais pas un dessin, mais c'est vrai que ça a été très très compliqué, une saison galère. Voilà, quand on voit, je pense que vous l'avez vu, ce fameux graphique avec les stats de l'or, 0 victoire, 0 point pris depuis son arrivée, le compte, aucun clean sheet, et Savanier qui a perdu le plus de ballons. Enfin vraiment, tous les feux sont en rouge pour Montpellier, qui va tout droit vers la Ligue 2. J'espère juste que cette relégation servira de leçon, qu'on repartira sur des basses scènes à Montpellier, voir aussi quel entraîneur repartira au combat. Mais c'est vrai que Montpellier en Ligue 2, ça restera quand même un club à peu près attractif, à voir aussi la surface financière, parce qu'on sait que c'est l'un des clubs qui a le plus souffert de l'enchaînement Mediapro, Covid, et là récemment de la crise des droits télé. Parmi les équipes les plus intéressantes à suivre dans ce sprint final pour le maintien, évidemment l'AS Saint-Etienne, qui devrait normalement avoir 23 points, à voir si le match reprendra ou pas contre Montpellier, mais c'est vrai qu'on sent que les Verts sont sur un fil, parce que c'est jamais évident avec l'une des plus mauvaises défenses d'Europe, plus de 50 buts encaissés, pas beaucoup de clean sheets, record de pénalty concédés aussi. La défense stéphanoise n'est vraiment pas hausse cette saison, mais dans l'autre sens, il y a beaucoup de joueurs qui ont le niveau Ligue 1, évidemment Lucas Tassin qui est sur une série formidable, qui commence à marquer beaucoup de buts, à être décisif, à avoir un réel impact dans le jeu des Verts. Bouchouari qui est sans doute l'un des milieux de terrain les plus intéressants, les plus agréables à voir évoluer cette saison, et puis des joueurs qui peuvent faire la différence à tout instant comme Cardona, Davitashvili malgré son irrégularité. On sent que les Verts ont des atouts, mais que voilà, ça peut se faire punir à tout instant avec cette arrière-garde qui est assez maladroite. Est-ce que Saint-Etienne peut s'en sortir? Oui, pour moi, parce qu'ils ont vraiment, encore une fois, je répète, un secteur offensif de qualité, bien plus intéressant je trouve qu'à Reims en ce moment, qu'à Montpellier, qu'au Havre. Donc si Saint-Etienne veut s'en sortir, il faut capitaliser sur ces joueurs-là. Ça va être peut-être un petit peu tendu pour la 15e place. Est-ce que Saint-Etienne pourrait finalement pas être barragiste? Là, quoi qu'il arrive, j'aurais été déçu un petit peu du recrutement, notamment à l'intersaison, parce qu'on a bien senti que la Saint-Etienne était fragile au niveau des latéraux, qu'on n'a pas fait l'effort du côté de la nouvelle direction d'aller chercher des joueurs qui ont le niveau de Ligue 1, qui adhèrent au projet Nord-de-Land. Donc voilà, il y a pas mal de niveau d'écart, je trouve, dans cet effectif stéphanois. Ils sont quand même dans cette lutte pour le maintien. Ils sont bien relancés. Donc à voir s'ils peuvent, pourquoi pas, aller chercher les points qu'il faut et se sauver, et pour rester une deuxième saison consécutive dans l'élite. C'est une équipe qui a pas mal recruté aussi cet hiver avec Ahmed Hassan Kouka, Diawara de l'OL, Junior Manga prêté par Strasbourg, encore Fodé Ballo-Touré pour apporter l'expérience. Je trouve que Le Havre a bien compris qu'il était arrivé un petit peu dans la panade, que c'était plus possible de compter seulement sur sa défense, parce que voilà, on a vu notamment un Desmas ne plus arriver à sortir le moindre tir. C'est Gorgelin qui a pris sa succession, et un effectif à vrai qui s'est un petit peu réveillé avec notamment des joueurs qui ont commencé à marquer, comme André Ayou, comme Soumaré, comme Casimir, donc du danger qui peut venir un peu différemment par rapport à la première partie de saison où c'était vraiment une épreuve pour le Havre de marquer le moindre but, et puis Didier Digard qui est passé pas loin, je pense, de prendre la porte, qui est resté, qui a gardé la confiance de Mathieu Bodmer. Ça aurait été pareil éprouvant pour lui cette saison, parce qu'il est vraiment passé par beaucoup de négativité. Il a vraiment pesté contre l'arbitrage, il n'a pas su trouver la bonne formule avant finalement de commencer à prendre quelques points par-ci par-là, mais le Havre reste quand même sur un fil, donc à voir. Moi je pense que ça va être tout de même difficile, peut-être cette place de barragiste qui va être en lutte pour les Havrais, à voir aussi l'engouement, s'il y a du public pour les derniers matchs à domicile, ça pourrait donner peut-être un petit peu plus d'élan populaire pour s'en sortir. Et là les amis, attention, la grosse alerte rouge, le stade de Reims. Comme je l'ai dit, aucune victoire depuis quasiment 5 mois en Ligue 1, une série abominable, aucun but marqué depuis 6 journées, et un groupe qui a totalement lâché prise, qui ne s'en sort pas du tout, qui n'arrive plus à communiquer avant sens. On a même vu des embrouilles entre Atangana et Yevan Diouf, donc vraiment, pareil, un effectif au bord de la rupture. Est-ce que Reims peut s'en sortir? Il y a un calendrier qui va être assez costaud pour eux également, on le rappelle, avec notamment l'OM, Strasbourg, Lens, Nice, le LOSC, des matchs contre des adversaires directs comme Montpellier et Saint-Étienne. Là maintenant il n'y a plus le choix, parce que c'est vrai qu'il y a en parallèle ce parcours en Coupe de France qui est une réussite et qui va sans doute faire plaisir au président Jean-Pierre Caillot, mais là c'est plus le moment d'envoyer des mails aux copains pour poser des réserves contre Thiago Almada. Là c'est la survie de ton club qui est en jeu. En plus on sait que Reims a un déficit de plusieurs dizaines de millions d'euros, donc là c'est vraiment un moment assez périlleux. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Moi il aurait
fallu appeler un coach, un pompier. J'ai rien contre Samba Diawara, mais je pense qu'il n'est pas prêt pour ce type de mission dans l'urgence où vraiment il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut aller chercher de l'état d'esprit, presque de la bagarre, parce que Reims, ils s'en sortiront pas juste en mettant un effectif avec un 11 à peu près potable. Là, il faut aller chercher autre chose, une autre fibre, parce qu'on sent que c'est une galère sans nom pour Reims qui a beaucoup de mal cette saison à reprendre vraiment son allant des premiers mois, hein, parce qu'on rappelle que Reims a été 4e, avait dit pourquoi pas lutter pour l'Europe. Là, c'est tout l'inverse, hein. C'est une équipe qui n'arrive plus du tout à avancer, qui cale et qui se rapproche d'une zone très dangereuse. Donc, est-ce que Reims peut basculer ? Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de filtre à avoir, faut être transparent. Je pense que Reims risque une Ligue 2 et ça m'étonnerait pas que des équipes qui ont certes pas une dynamique incroyable comme Saint-Étienne et Le Havre, mais qui réussissent quand même petit à petit à prendre des points, croient plus au maintien que Reims qui n'était pas programmé pour ça. C'est vrai que quand tu es une équipe qui pense peut-être lutter pour l'Europe ou être entre la 8e et la 12e place, jouer le maintien c'est quand même assez inouï. Et est-ce que voilà, du côté de Reims, du côté des joueurs, on a bien conscience qu'il y a quelque chose de très grave qui est en train de se produire? Ça je suis pas sûr. Donc vraiment par rapport à la dynamique, ouais, moi je vois peut-être Reims couler et ce serait assez fou. Ouais, je pense que ce serait une des relégations les plus inattendues de ces dernières années en Ligue 1. On n'oublie pas aussi deux équipes qui peuvent pourquoi pas descendre parce qu'elles n'ont pas non plus une avance incroyable. C'est Nantes et Angers qui ont 4 points d'avance sur Reims, 6 sur Le Havre barragiste. Est-ce que voilà, en 8 journées, ces deux équipes peuvent couler, peuvent dégringoler? C'est tout à fait possible hein, parce qu'on sait que pour Angers, ça s'est joué surtout sur un démarrage assez bluffant en 2025 avec beaucoup de points pris. Là, ça cale un petit peu plus. Pour Nantes, c'est un petit peu des montagnes russes, une équipe qui est capable de battre le LOSC mais de perdre la semaine suivante contre une équipe largement à sa portée, malgré un secteur offensif toujours de qualité avec Moses Simon, Mostafa Mohamed et Mathis Sabine. C'est vrai que quand tu as ces trois-là, tu peux quand même bien voyager, même si ça n'a pas été une croisière de toute tranquillité cette saison, tu as toujours ces joueurs d'un standing supérieur qui peuvent te permettre d'aller chercher des points par-ci par-là. Donc moi je suis pas inquiet plus que ça pour Nantes et le SCO. Je pense qu'ils vont faire le job. Ça peut peut-être perdre 1-2 places, pourquoi pas, mais de là aller voir que ce soit barragiste ou 17e, il y a quand même du monde derrière qui devrait remonter et des équipes qui n'ont pas forcément eu, encore une fois, une dynamique incroyable. Donc je pense que ces deux équipes sont plutôt à l'abri, mais on sait que le football reste le sport le plus imprévisible et je ne serais même pas surpris si ça arrivait. Mais voilà, je me dis qu'il y a quand même un scénario assez fou si ça devait se produire. Voilà les amis, on arrive au bout de cette petite vidéo sprint finale pour se plonger dedans, pour voir un petit peu le calendrier de chaque équipe avec des enjeux assez forts en haut et en bas, un petit peu ce qui nous attend. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à parler de la chaîne Scipion, Scipionista autour de vous. Comme toujours aussi, je suis disponible en podcast, que ce soit les débriefs de Scipion ou Formation Football Club, donc sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc n'hésitez pas pareil à vous abonner. Moi je vous dis à très vite pour évidemment revenir à chaque journée sur ce sprint final alléchant de Ligue 1. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite les boss. Salut!